OK. Alors, je fais juste un petit rappel par rapport à l'ATF et regardez, d'habitude, quand on calcule, nous, l'ATF, donc on calcule l'ATF des signaux, donc on trouve une fonction de f, d'accord? C'est en fonction des fréquences, on calcule l'expression de l'ATF. Donc, en fait, on a un compte et on fait un tracé en fonction des fréquences. Bien sûr, comme d'habitude, si notre signal est réel, il sera pair. On fait notre tracé. Maintenant, j'ai des fréquences qui se présentent. Par exemple, j'ai une fréquence en 100 Hz. Puis, j'ai une deuxième fréquence, on va dire à 678 Hz. Je ne sais pas à quel moment cette fréquence elle a apparu. C'est-à-dire, je n'ai aucune idée sur, je ne sais pas lier la fréquence et le temps. Je ne sais pas à quel moment le signal contient plus ou moins 100 Hz, puis à quel moment il contient 670 Hz, c'est-à-dire son énergie est plutôt autour de 670 Hz. Tout simplement parce que j'ai une représentation en fréquence. Le temps, j'en parle plus. Je fais une intégrale par rapport à t, donc j'intègre de moins l'infini à plus l'infini, t va disparaître. Alors, on se pose la question, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire un calcul qui me ferait apparaître, nous, on a notre signal x de t. J'ai mon signal x de t, j'ai une certaine représentation mathématique. Je voudrais bien avoir et la fréquence et le temps. Alors, en fait, comment qu'on fait? Il y a plusieurs transformations qui vous permettent de le faire, puisque jusqu'à maintenant, on n'a fait que ça. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de calculer la transformée de Fourier de moins l'infini à plus l'infini, je vais tout simplement la calculer par morceaux. Donc, je vais calculer la transformée de Fourier entre T1 et T2. Donc, je vais écrire la même chose. Puis, je vais la calculer entre T2 et T3. Puis, je vais la calculer entre T3 et T4. Donc, donc ça, ce sera en fonction d'un certain instant T, mais compris entre T1 et T2. Là, T sera compris entre T2 et T3. Et là, T sera compris entre T3 et T4. Et je peux le faire pour plusieurs morceaux. C'est-à-dire, en fait, que je vais prendre ce signal et au lieu de calculer la TF de là jusque là, je vais calculer des mini-TF. Donc, je vais calculer une TF, première TF ici, une deuxième TF là, une troisième TF, ainsi de suite. Alors, en général, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Quand on calcule cette TF, il pourrait qu'il y ait quelque chose qui soit passé entre deux instants. Donc, en fait, on va calculer cette TF par petits morceaux, mais on va prendre des morceaux qui se recouvrent un petit peu. C'est-à-dire, si mon premier morceau est ici, mon deuxième morceau, je vais le prendre, il va recouvrir, j'aurai une toute petite partie commune. Pourquoi? S'étant jamais s'est passé quelque chose entre ces deux instants, je ne vais pas le louper. Je vais pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux instants. Donc, en fait, la transformée de Fourier fenêtrée, aujourd'hui, si on a le temps, on va voir ça et aussi ça. Mais la transformée de Fourier fenêtrée, en fait, c'est juste de prendre des petits morceaux de fenêtre et sur lesquels je vais calculer la TF. Bien sûr, nous, on sait que la TF, quand on la calcule, qu'est-ce qu'elle implique une fenêtre? Elle implique qu'on a multiplié par une fenêtre rectangulaire, que j'ai des lobes secondaires. Donc, je peux tester d'autres fenêtres. Donc, je vais faire appel à ce qu'on avait l'habitude de faire, entre autres, fenêtrage. Moi, donc, regardez, si vous comparez les deux définitions, regardez, qu'est-ce qui a changé? Je vais juste effacer. Alors. Donc, regardez ici. En fait, l'expression de la TF, donc on a rajouté ça, T. En fait, je vais calculer, donc x de T, regardez, si j'enlève ça, c'est exactement l'expression de la TF. C'est l'intégrale de x de taux, exponentielle moins du pi j f taux des taux. Au lieu d'écrire T, on a écrit taux. Sauf que, qu'est-ce qu'on a rajouté? On multiplie par une fenêtre. Cette fenêtre est centrée autour de T. Donc, voilà, ma fenêtre, elle sera centrée autour de T. Et je vais calculer la TF uniquement sur cette partie. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que je vais pouvoir dire que cette TF correspond à cette portion de temps. Et puis, si je calcule une deuxième TF, elle correspond à cette portion de temps. Je vais rebasculer maintenant sur Python pour vous montrer l'intérêt. Comme d'habitude, s'il veut bien me donner la main. Regardez ce qu'on a fait ici. On a créé un signal chirp. Alors, c'est un signal, c'est une modulation en fréquence.
Donc, il m'a créé un tube. Il va de la fréquence 50 jusqu'à la fréquence 1. Et puis, j'ai créé un deuxième tube qui va aller de la fréquence 1 à la fréquence 50. Je vais juste changer de couleur. Regardez. En fait, on a appelé la fonction tube. Regardez, ça, le temps, ça va donc ce tube qui va durer 2 secondes. Sauf qu'ici, la fréquence de départ, c'est 50. La fréquence finale, c'est 1. Ici, la fréquence de départ, c'est 1. Et la fréquence finale, c'est 50. On va visualiser ensemble les deux signaux ainsi que leur TF. Donc, je vais décommenter cette partie. Jusque-là, je ne fais rien de nouveau. Ce sont donc deux signaux. On a l'habitude de calculer la TF. On sait que pour calculer la TF, je dois appeler la fonction FFT du Python, je dois faire FFT shift pour pouvoir la centrer et je dois créer l'axe des fréquences. Donc, jusque-là, rien de nouveau. On a déjà fait ça auparavant. Alors, regardez maintenant. On va effacer les dessins. Est-ce que d'abord le résultat vous étonne? Pour ce signal-là, ici, donc on a commencé par une très forte fréquence, donc F vaut 50, et pour le deuxième, il est allé jusqu'à une fréquence de 1. Et pour le deuxième, est-ce que vous êtes étonné du fait qu'il y ait que le signal, la TF, ça soit la même? Est-ce que ça vous surprend ou pas? Alors, les étudiants, est-ce que vous êtes surpris par le fait que ce soit la même TF? Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit deux transformées de Fourier différentes? Vous pouvez me répondre, même sur le chat. Alors? Non, parce que ça sera la symétrie. Donc, tu parles de cette symétrie? Ça? oui. Non, je ne parlais pas de ça. Est-ce que ma question est, donc, j'ai la même TF, donc ça, que ce soit pour ce signal ou pour ce signal, j'ai la même TF. Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que vous vous attendiez à avoir deux TF différentes? Pourquoi j'ai de la même TF? Qu'est-ce qu'elle apporte la TF? Elle me donne le contenu fréquentiel de ce signal. Est-ce que le contenu fréquentiel de ce signal est le même que celui-là? Est-ce que ces deux signaux sont composés des mêmes fréquences? Oui, c'est les mêmes fréquences. Je n'ai fait ce signal, ce n'est que l'inversion de celui-là. Est-ce que la TF implique le temps? Est-ce que quand je calcule une TF, est-ce que j'ai la notion du temps représentée au niveau de la TF? Non, c'est les fréquences, c'est juste les fréquences. Très bien. Est-ce que ces deux signaux sont composés des mêmes fréquences? A priori. À votre avis, est-ce que c'est les mêmes fréquences? Est-ce que ces deux signaux sont composés de mêmes fréquences? Est-ce que si je prends un signal et je l'inverse, voilà, j'ai pris ce signal, ensuite je l'inverse, est-ce que la TF devrait être, est-ce que le contenu, quand je calcule une TF, est-ce que ça va être différent? Entre ce signal et ce signal, c'est comme si j'avais fait un déphasage. Est-ce que le contenu va être différent? Est-ce qu'un cosinus, vous allez prendre, vous allez l'inverser? Même pas, on ne va pas le cosinus. Est-ce que c'est Madame, si c'était la phase, ça sera différent. Mais comme la transformée de Fourier en fonction de fréquence, module, donc ça sera pas... On a exactement le même contenu. Pourquoi? Parce que ces deux signaux ont le même contenu fréquentiel. Seulement, parce que cette fréquence qui est là, c'est la même qui se trouve ici. Ici, je suis en haute fréquence. Ici, cette information qui est de la basse fréquence, c'est la même qui est là. Donc, elle apparaît. Il est constitué de basse et de haute fréquence. Et si vous remarquez, regardez, ça démarre à 1, parce que c'est un chip, donc c'est une modulation en fréquence. Ça démarre à 1 et ça s'arrête bien à 50. On est d'accord? La question est comment pouvoir localiser en même temps le temps et la fréquence. Dire, par exemple, moi, ce que je veux, je voudrais savoir, je veux pouvoir être en mesure de dire que cette portion, c'est des hautes fréquences et que cette portion, c'est des basses fréquences. Alors que pour ce signal,
La première portion, c'est des basses fréquences et la deuxième, c'est des hautes fréquences. Si je regarde la TF, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai calculé ma TF tout le long du signal. J'ai pris tout le signal et j'ai calculé la TF. Et au final, la TF me donne quoi? Elle me donne toutes les fréquences qui composent mon signal. Mais elle ne me dit pas où est-ce qu'elles sont situées au niveau temps. Oui, les deux signaux sont composés des mêmes fréquences. C'est normal que la TF, le module de l'RTF soit le même, puisque l'information fréquence est la même. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on introduit la transformée de Fourier fenêtrée. Donc, au lieu de prendre tout le signal, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Je vais calculer une TF ici. C'est exactement la même chose. Je calcule une première TF, une deuxième TF, une troisième TF, ainsi de suite. Maintenant, si je fais ce travail, je calcule la TF qu'il y a là est différente et ça, ce n'est pas la même chose. Madame, mais c'est quoi le but? Le but, c'est de pouvoir localiser mon signal en temps et en fréquence. Je vais dire que au début, il est composé de basses fréquences. À la fin, il est composé de hautes fréquences. Parce que le problème, quand vous faites de l'interprétation ici, vous avez interprété le signal globalement. Vous êtes en train, elle est bien ta question, vous êtes en train de supposer que votre signal est quelque part stationnaire. Vous avez fait au premier semestre les signaux aléatoires. Quand vous avez un signal aléatoire, si je trace la TF à un certain instant, puis je la trace à un autre instant, je ne trouve pas la même chose. Un signal stationnaire, c'est quoi? Un signal stationnaire, c'est un signal dont les propriétés ne changent pas en fonction du temps. Ici, est-ce que vous avez affaire à un signal stationnaire? Eh bien, ta question. Je vais juste effacer. Imaginons que tu vas calculer la TF ici et que tu vas calculer la TF là. Est-ce qu'elles seront identiques? Non. Parce pourquoi elles ne sont pas identiques? Le pas est différent. Est-ce que parce que tout simplement le contenu. Je veux dire la période. Très exact. Oui, c'est ça. La période est différente. Si la période est différente, la fréquence est différente. Ça veut dire que si je veux analyser ce signal correctement ou le modéliser ou je veux l'utiliser pour en faire quelque chose, je ne peux pas me contenter de calculer la TF ici et de dire qu'elle sera la même. J'ai pris exprès un signal dont le contenu fréquentiel change avec le temps. C'est pas comme les signaux qu'on prenait, c'est un peu comme les signaux de parole. Prenez un cosinus, un sinus ou un cosinus. Regardez, si vous prenez un cosinus, calculez la TF ici et calculez-la là, vous allez trouver la même chose. Pourquoi? Parce que c'est un signal stationnaire. Son contenu informationnel ne change pas en fonction du temps. Alors, le contenu informationnel, ça peut être sa moyenne, sa variance et notamment sa TF. Rappelez-vous, vous avez fait les signaux aléatoires. Pour les signaux aléatoires, vous preniez la TF de l'autocorrélation statistique et vous disiez, tiens, ça ne dépend que des instants qui les séparent. C'est le même problème ici. J'ai un signal dont le contenu informationnel change avec le temps. Entre autres, ses fréquences. Donc, si je veux pouvoir dire, essayez d'oublier ça maintenant. Si je vous dis que votre signal est composé de ces fréquences, puis je vous demande de les situer, de vous dire quand est-ce que les fréquences basses apparaissent, quand est-ce que les fréquences hautes apparaissent. Vous n'avez aucun moyen de me fournir la réponse. Pourquoi? Parce que ici, on trace ça en fonction de F. Je n'ai plus, j'ai analysé tout le signal et je sais que tout ce signal est composé de ces fréquences. Sauf que je veux pouvoir adapter un traitement. Supposons, quand c'est en basse fréquence, je suppose que je vais faire du codage, comme on l'a fait pour les filtrages multicadence. Je vais faire du codage en sous-bande. Puis tout ce qui est basse fréquence, je vais utiliser beaucoup de bits. Et là, parce que c'est des hautes fréquences, je vais utiliser très peu de bits. D'accord? Ici, je vais utiliser un nombre de bits élevé. Sauf que vous êtes en train d'analyser en temps. Donc, vous allez analyser cette portion, puis vous allez dire quel est le nombre de codes que je vais employer. En faisant la TF, vous remarquez que, tiens, il est plus composé, dans cette partie, c'est des basses fréquences, je vais utiliser un code plus élevé. On va supposer, pas ce schéma, supposons que j'ai un schéma plutôt comme ça.
J'ai quelque chose qui est comme ça. Et puis, en ayant ça, c'est un peu comme le codage en sous-bande. J'analyse par morceau et je vais dire, tiens, ici, le contenu informationnel est beaucoup plus important. Alors, je vais utiliser un code important. Mais si vous prenez toute la TF, vous avez pris le tout est important. Ici, tout est important. Sauf si vous faites votre analyse par morceau, vous allez pouvoir décider, tiens, ici, le contenu informationnel est important, je vais pouvoir le faire. Et surtout aussi, localiser. Regardez, quand vous avez un signal audio, tel celui qu'on a l'habitude d'utiliser, je prononce une phrase. Je veux pouvoir analyser, moi, je veux pouvoir modéliser. Je ne peux pas modéliser, vous avez du courrier en attente. Je vais modéliser par syllabe, le ve, et là, je pourrais modéliser une petite partie. Parce que lorsque ici, je dis vous, et puis je vais dire avez, vous ne savez pas ce que je vais dire après. Vous ne pouvez pas faire de la prédiction. Mais par contre, sur des tout petits morceaux, sur des tout petits morceaux, sur des morceaux de 20 millisecondes, je vais pouvoir trouver un modèle mathématique. Pourquoi je peux le faire? Vous l'avez fait au premier semestre. C'est parce que là, sur un tout petit morceau, vous pouvez considérer que c'est stationnaire. Et quand c'est stationnaire, vous pouvez dire que ça a la même moyenne, la même variance, la même TF. Parce que j'ai pris un petit morceau où je peux considérer que c'est stationnaire. Ça doit vous dire quelque chose. Vous l'avez normalement vu. Vous avez vu la modélisation autorégressive. Quand vous faisiez la modélisation, vous preniez une toute petite partie sur laquelle vous pouvez supposer que c'est stationnaire. Pourquoi on suppose que c'est stationnaire? C'est parce que ça nous permet de supposer que c'est ergodique. Et quand c'est ergodique, je peux remplacer tout ce qui est statistique par quelque chose qui est temporel. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Vous l'avez vu? Vous vous rappelez les moments statistiques? Oui, on a vu ça. Vous avez vu ça? Très bien. OK. Donc, quel est le problème pour résoudre ça? Regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais appeler ce qu'on appelle le spectrogramme. Et c'est quoi le spectrogramme? En fait, je vais effacer juste là. Regardez ce que je vais décommenter maintenant. Prochaine partie, regardez. En fait, le spectrogramme, c'est juste calculer la TF par petits morceaux. Et regardez ce que ça me donne maintenant. C'est censé m'apporter quelque chose. Je peux le faire. Donc, moi, je vous ai envoyé le code. Vous pouvez tester en même temps que moi, on est d'accord? Vous l'avez reçu, le code? Oh là là, commenter, décommenter. Et encore décommenter. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, commenter cette partie. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas la décommenter à nouveau. OK, je vais réessayer. OK, très bien. Alors, je vous ai envoyé le signal. Bon, le CG, c'est pour les endelettes. Regardez maintenant ce qui se passe. En fait, on a juste refait la même chose. Au lieu de calculer ma TF, alors regardez, on va voir ça ensemble. En fait, pour calculer la TF, j'ai fait un choix. J'ai pris une taille de fenêtre. Donc ici, mon signal, il comportait 400. En fait, j'ai N, c'est 400. On va le vérifier par programme. Et j'ai pris une taille de fenêtre de 100. Donc en fait, j'ai divisé par 4. Pareil, ici, j'ai divisé par 4. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris quand même un taux de recouvrement de 20. C'est-à-dire, si ça va de 0 à 100, en fait, le prochain, il va aller de 80, parce que j'ai pris un recouvrement de 20. Prochain, il va aller de 80, donc à 180. Pourquoi j'ai dit on fait ça? On fait un recouvrement. C'est en jamais, il s'est passé, il y a eu quelque chose, il est passé de haute vers des basses fréquences. Pour éviter de perdre quelque chose qui, entre la jointure, entre les deux points, peut-être qu'il s'est passé quelque chose que j'ai perdu. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit recouvrement pour être sûr que je ne vais pas perdre de l'information. Et regardez cette fois-ci le spectrogramme. En fait, sa définition, c'est juste des fenêtres. Donc, sa définition, c'est ça. Donc, en fait, il calcule la TF, mais par petits morceaux. Donc, je reviens ici. Et regardez ce qui se passe.
Je enlève juste ça. Regardez. En fait, il a calculé la TF dans... regardez. Il a calculé la TF dans ce petit morceau. Alors ici, c'est plutôt des hautes ou des basses fréquences? Alors, même par chat, vous pouvez prendre la parole, répondre par chat. Alors, ici, c'est plutôt des hautes ou des basses fréquences? Alors, j'attends. C'est des hautes fréquences. Très bien. Vous avez donc la période dès que ça fait ça. Donc, T est petit. Si T est petit, F est grand. Donc, regardez ici. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? C'est un chirp qui va de la fréquence 50 Hz à la fréquence, ici, jusqu'à arriver à 1 Hz. C'est comme ça qu'on a défini notre signal. Et regardez ce qui se passe ici. Il vous dit que entre 0 et 0,4 secondes, donc entre ce point et celui-là, 0,4 secondes, votre signal est composé de fréquences qui sont autour de, donc elles sont entre 40 et 50. Puis il vous dit qu'entre ce point et ce point, c'est des fréquences qui sont plutôt entre 40 et 30. C'est ce que j'ai ici. Et ensuite, la TF de ça. Donc, premier, c'est ça. Mon deuxième, c'est ça. Le troisième, c'est ça. Et le dernier, c'est ça. En effet, ces fréquences sont plus ou moins entre 1 et 20. Maintenant, si je compare avec le deuxième signal, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'entre 0 et 0,4 secondes, c'est plutôt des basses fréquences. Je le vérifie ici. Puis il me dit qu'entre 0,4 et 0,8 secondes, c'est plutôt des fréquences un peu plus élevées, ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier. Ce résultat, ça, c'est l'inverse de ça. Ça, c'était prévisible, puisque ce signal, c'est l'inverse de celui-là. Donc, il était logique que ça s'appelle un spectrogramme. Donc, en fait, tout ce qu'on a calculé, c'est une TF. Mais au lieu de faire x de t exponentielle moins 2 pi j ft dt, on a multiplié par une fenêtre, je vais l'écrire comme ça, T moins taux, centré autour de taux. J'ai inversé T et taux, d'accord? On a juste multiplié par une fenêtre, juste pour pouvoir prendre des petits morceaux. Mais en prenant des petits morceaux, j'ai gagné quelque chose. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Je sais où se situe chaque fréquence. Je sais que maintenant, regardez, par rapport au graphe de tout à l'heure, regardez. Ici, je vais les mettre côte à côte. Si je regarde mes deux graphes, ici, qu'est-ce qu'il faisait? Il me donnait la répartition totale de toutes les fréquences. Je les voyais toutes, de 1 à 50. Qu'est-ce que j'ai gagné maintenant? Je sais à quel moment j'ai les hautes fréquences, un peu moins hautes, et les basses. J'arrive maintenant à différencier entre ces deux signaux. Grâce à quoi? Grâce à la transformée de Fourier fenêtrée. J'ai juste pris des petits morceaux. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a une question? Sinon, vous posez vos questions sur le chat. On fait comme d'habitude. Si c'est clair, c'est que vous n'allez pas prendre la parole, c'est ça? Je regarde. C'est clair, madame. C'est bon? Ok, on fait comme d'habitude. Si vous ne répondez pas, c'est que c'est clair. Bien. Maintenant, regardez ce qu'on a fait. En faisant ce... comme d'habitude, il y a toujours des soucis, il y a toujours des compromis à faire. Regardez, si je prends ça maintenant, je vais faire ça. Alors, on se pose des questions. Alors, comment on va prendre? Je vais expliquer ça. Pourquoi j'ai pris une taille de fenêtre de 100? Si je prends une fenêtre de 100, là, j'ai pris le quart, c'est-à-dire que si s'est passé quelque chose, il y a eu des changements ici, en fait, je ne vois pas tous les changements. Est-ce que j'ai intérêt? Quel est l'intérêt de prendre, donc, d'augmenter la taille de la fenêtre? Quel est l'intérêt de diminuer la taille de la fenêtre? Comme toujours, il y a forcément un compromis à faire. Alors, rappelez-vous de la résolution fréquentielle. De quoi elle dépend? C'est FE sur N. C'est-à-dire plus N est grand, plus delta F est petit. Si delta F est petit, le pan en fréquence est petit, il va vous permettre de séparer deux fréquences qui sont proches. Si j'ai une fréquence ici et une fréquence là, et que delta F est petit, je les sépare. Par contre, si delta F est plus grand,
Je ne vais pas pouvoir les séparer. Donc, j'ai tout intérêt à avoir un n grand. Mais si vous prenez n grand, ça veut dire que la taille de la fenêtre est grande. Plus vous allez prendre n et l'augmenter, moins vous allez savoir à quel moment cette fréquence s'est présentée. Est-ce que vous voyez le problème? Donc, j'ai intérêt à avoir un n très grand. Pourquoi? Parce que mon pas en fréquence sera petit. Si n est grand, mon pas en fréquence est petit. Si mon pas en fréquence est petit, rappelez-vous, ça s'appelle la résolution fréquentielle. On a déjà vu. C'est le pouvoir de séparer deux fréquences proches. Parce que si delta f est grand, au lieu de voir deux, vous allez voir une seule, mais qui est grande. Donc, j'ai intérêt à avoir n grand pour pouvoir séparer deux fréquences. Mais si j'augmente n, ça veut dire que je localise moins bien les fréquences. Je ne sais plus ici, j'ai des fréquences, mais je les vois toutes dans le même espace. C'est-à-dire, je ne sais pas dire qu'au début, c'est les hautes fréquences. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de hautes fréquences dans cette partie. Donc, regardez, je vais prendre tout de suite un exemple, peut-être vous allez mieux voir. Alors, ça, je vais regarder ce que je vais faire. En fait, je vais prendre le même programme, sauf que je vais prendre une taille de fenêtre qui est petite. Vous allez peut-être mieux voir. Alors, je vais prendre celui qu'on vient de voir et regardez ce que je viens de faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une taille de fenêtre plus petite. J'ai pris une fenêtre qui vaut 1. Ça veut dire que mon n, maintenant, il vaut 1. Donc, mon pas de fréquence, on a dit que c'est la fréquence d'échantillonnage sur n. Ça veut dire que j'ai un n plus petit. Si j'ai un n plus petit, ça veut dire que delta f est beaucoup plus grand. Et si delta f est grand, vous n'allez pas pouvoir séparer deux fréquences qui sont proches. Donc, regardez, en prenant des tailles de fenêtres plus petites, j'ai pris 20. Donc, j'arrive à voir ce qui se passe. Je vois bien que ça, c'est des hautes fréquences et que ça commence à diminuer. Je localise mieux en fréquence, je vois mieux les fréquences par morceau de temps, mais le problème, regardez ce qu'il me fait. Il me donne tout ça. C'est-à-dire, il est en train de voir toutes les fréquences qu'il y a au alentour. C'est comme si, ça ressemble un peu à ce qu'on disait, les fuites spectrales. Donc, c'est moins bien. Si vous, pardon, attendez, j'enlève ça. OK. C'est-à-dire, je reprends. J'ai mieux localisé en temps, mais c'est beaucoup moins précis en fréquence. Regardez maintenant ce morceau-là. Je vais les mettre côte à côte. Vous allez mieux voir. Oh. On va comparer les deux. Regardez. Alors, je rajoute ici. Ici, c'est quand même bien localisé en fréquence. Je sais qu'il est composé. J'ai pris le temps qui est grand et je vois que je localise bien en fréquence. Ici, j'ai pris un temps qui est petit, mais je localise moins bien en fréquence. Je vois moins bien ce qui est en train de se passer en fréquence. Regardez, là, c'était bien étroit. Alors que là, regardez, il vous dit qu'entre ça et ça, c'est-à-dire, si je prends, je vais à nouveau l'augmenter. Madame, le truc en bleu, c'est le delta F. La largeur, c'est la largeur de la fenêtre. Je vais essayer de mieux expliquer ça. Alors, je vais juste zoomer. Je vais mieux m'expliquer. Regardez ici. Si je veux savoir de quelle fréquence, quelles sont les fréquences qui apparaissent à 0,25. Regardez, il me donne tout ça. Alors qu'à 0,25, il y a une fréquence. À 0,25, le voici. J'ai une certaine fréquence. Le fait que j'ai beaucoup trop diminué n, à 0,25, il me fait apparaître celle-ci et celle-là, alors qu'en réalité, il n'y en a qu'une. Pourquoi? C'est parce que justement, n est tellement petit, delta f est grand, il vous fait apparaître toutes les fréquences. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive plus à séparer les fréquences. Alors que si vous comparez ici, on va
Je suis obligée de basculer à chaque fois entre les... Bon, regardez, je remets ici. Là, on voit que entre 0 et 0,5 secondes, il n'y a que ces fréquences-là et uniquement celle-là. Pourquoi? C'est parce que n est grand, il arrive à bien séparer les fréquences. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je les localise mieux, je vois mieux l'évolution, je vois des étages. Mais le problème, il est où? C'est qu'ici, quand vous fixez un instant donné, vous voyez tout ça. Regardez, cette zone était beaucoup plus étroite que celle-là. Ça s'appelle la dualité temps-fréquence. Vous ne pouvez pas simultanément localiser bien en temps et bien en fréquence. Vous devez faire un choix. Si vous prenez un temps qui est grand, vous localisez bien en fréquence. Si vous prenez un instant qui est petit, donc vous êtes en train de bien localiser en temps, mais vous perdez en résolution fréquentielle. Ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Ça s'appelle, c'est en fait, il y a une loi qui dit que delta F fois delta T doit être supérieur à une certaine, oh, je ne me rappelle plus de la formule, supérieur à une certaine valeur. Voilà, ça porte le nom, ça s'appelle le principe d'incertitude, si je ne me trompe pas, de Heisenberg. D'accord? Qui vous dit que ça ne peut pas fonctionner en même temps. Si l'un augmente, l'autre diminue. Et en fait, il y a une fenêtre, c'est la fenêtre gaussienne. Alors, si vous prenez une fenêtre gaussienne, c'est la seule en temps qui vous donne en fréquence, je vais la mettre ici, la gaussienne, si vous faites sa TF, ça vous donne une gaussienne. Et d'où l'idée des filtres, ce qu'on appelle les filtres de Gabor. En fait, plus votre gaussienne sera étroite en temps, plus elle sera large en fréquence. Mais ce principe, vous le connaissez, c'est juste que vous l'oubliez. C'est quoi la TF d'Indirac? Rappelez-moi, la TF d'Indirac, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi la TF d'Indirac? Vous n'avez fait que ça, vous l'avez calculé toute votre vie, en licence, en master. C'est quoi la TF d'Indirac? En plus, on l'a déjà utilisé. C'est quoi la TF d'Indirac? C'est une porte? C'est une constante, pas une porte. La porte, la TF du porte, c'est un sinus cardinal. La TF d'Indirac, quand vous calculez la TF d'Indirac, vous dites que c'est une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Indirac, c'est ça, en temps. Indirac, c'est un point. Il n'existe qu'en sens des distributions. Ça, c'est en temps. Mais sa TF, c'est tout ça. C'est une constante. Il est bien localisé en temps, il n'est pas du tout localisé en fréquence. Rappelez-vous la porte. Quand vous prenez une porte, c'est bien localisé en temps, mais sa TF, c'est un sinus cardinal. Est-ce que je peux dire que c'est bien localisé en fréquence? Ça va de moins l'infini à plus l'infini. Vous ne pouvez pas avoir simultanément les deux. Si quelque chose est bien localisé dans un des espaces, dans l'espace dual qui est pour nous la TF, il ne sera pas bien localisé. Ça s'appelle la dualité temps-fréquence. On le voit ici. Si je localise mal en temps, parce que j'ai pris un instant très grand, regardez. Si T est large, F sera étroit. Et le contraire, si T est petit, ici j'ai pris un temps petit. Mais en fréquence, c'était beaucoup plus large. D'où justement l'idée des filtres de Gabor et d'où l'idée des ondelettes. En fait, le principe des ondelettes, j'efface ici, je vais voir si on a le temps de finir. J'espère qu'on aura le temps. Alors, regardez, en fait, problème de cette fenêtre. Regardez, je reviens ici. C'est quoi l'idéal? L'idéal ici, ce serait d'avoir, pour ne plus avoir ça, ce serait bien qu'ici, dans cette partie, j'analyse avec une petite fenêtre parce que mon signal change rapidement. Donc ici, pour suivre les changements, ce serait dans cette partie, il faudrait que T soit petit. Et ici, ça change doucement. Ça ne gêne pas que T soit grand. Un peu comme une fenêtre adaptative, c'est-à-dire une fenêtre qui va s'adapter au changement. Si ça change doucement, je prends quelque chose de grand. Si ça change vite, il faut que je sois en mesure de suivre les changements. Donc, je dois prendre une fenêtre qui est petite. C'est justement le principe des ondelettes. En fait, les ondelettes, c'est quoi? C'est juste d'avoir quelque chose. Regardez. En fait, l'ondelette. Alors, pourquoi ça s'appelle une ondelette? Quand vous dites quelque chose auquel vous rajoutez « et ». Alors, donnez-moi un exemple en français. Donnez-moi un exemple avec quelque chose qui, pour dire « et », veut dire « petit ». Une onde, c'est grand. Ondelette, c'est plus petit. Alors, en fait, j'essaie de trouver quelque chose avec… quelque chose. Donnez-moi un exemple en français où « et » veut dire « petit ». Je peux donner un truc de cuisine.
Oui, dans les trucs de cuisine, bien sûr. Une tarte, des tartelettes. Très bien. J'aurais pas trouvé mieux. Une tarte, eh ben oui, j'aurais cherché pendant des heures, j'aurais pas trouvé ça. Exactement. Une tarte, c'est grand. Une tartelette, c'est petit. Eh ben, c'est le même principe pour les ondelettes. Une onde, alors une onde, pour nous, une onde, c'est, quand on parle de longueur d'onde, c'est quelque chose qui veut ça. Une ondelette, c'est quelque chose qui est petit. Et en fait, c'est Jean Morlet qui a découvert ça. En fait, il faisait des études sismiques, il devait envoyer des données. Et puis, quand il envoyait la TF, il devait envoyer une quantité de données très importante. Et en plus, elles étaient redondantes, c'est-à-dire cette quantité de données se répétait. Il s'est dit qu'il n'y aurait pas moyen de réduire les redondances, c'est-à-dire de gagner du temps, d'envoyer juste l'information utile. Et d'ailleurs, ça s'appelle l'ondelette de Morley, l'une des premières. En fait, c'est quoi? On se dit, grâce à la personne qui a découvert ça. Mais quand vous allez y réfléchir, vous allez vous dire, en fait, c'est tellement évident. Pourquoi ne pas analyser mon signal? Parce que regardez, nous, ce qu'on est en train de faire, on a parfois pris des petites fenêtres pour suivre les petits changements. Et puis, quand c'est les grands changements, je peux prendre une grande fenêtre et ce serait bien que ça s'adapte. En fait, il a fait ça. Il a défini une ondelette. Il ne s'est pas trop cassé la tête. Et il s'est dit, tiens, pourquoi cette ondelette? Il l'a définie une fois pour toutes. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Quand elle doit suivre des grands changements, il la dilate. C'est comme si je prenais quelque chose, c'est comme un élastique. Je vais l'étirer parce que j'ai besoin de couvrir une grande surface. C'est comme un élastique. L'élastique, il a une taille unique. Vous pouvez couvrir un petit morceau, je ne sais pas, une somme de papier. Vous pouvez couvrir aussi une grande quantité parce que l'élastique s'étire. Eh bien, c'est le même principe pour les ondelettes. En fait, c'est une ondelette qui s'étire. En fait, c'est quoi le but? C'est que, par exemple, l'ondelette ici, elle serait comme ça. Mais c'est la même, hein? C'est un truc qui fait ça, par exemple. Je vais m'arrêter au milieu. Voilà, ça, c'est une ondelette. Ici, je veux qu'elle soit comme ça. Et ici, je vais prendre là où je peux suivre un petit peu. Et ici, mon ondelette, elle sera plutôt comme ça. Mais en fait, elle a une unique définition. Sauf qu'elle dépend d'un paramètre qui s'appelle l'échelle et elle va être soit élargie, soit rétrécie. Pourquoi on veut faire ça? Je veux la rétrécir pour suivre les hautes fréquences et je veux l'élargir pour suivre les hautes fréquences. C'est un peu comme une fenêtre qui va s'adapter au changement de mon signal. Bien sûr, elle doit suivre le signal. Donc, en fait, elle va avoir deux paramètres. Un premier, c'est quoi? Est-ce qu'elle est étroite? Est-ce qu'elle est large? Mais elle doit suivre le signal. Donc, elle doit bien sûr coulisser surtout le signal. Et surtout, elle va s'adapter au changement de mon signal. C'est le principe des ondelettes. Donc, onde, c'est toute une onde. Une ondelette, c'est quelque chose de mignon, de petit. Et qu'est-ce que, bien sûr, après, il y a eu des études, ils ont défini plein d'ondelettes. Et ces ondelettes, en fait, elles vont essayer donc de s'adapter au signal. Donc, j'ai un paramètre qui est le temps, qui me permet de suivre mon signal. Et puis, j'ai un paramètre qui s'appelle l'échelle, qui me permet à mon ondelette de la rétrécir si c'est nécessaire, de l'élargir quand c'est nécessaire. C'est ça le principe de l'ondelette. Je vais vous montrer juste un petit exemple. Je vais revenir on va effacer tout ça et je reviens au cours. Je vais vous donner quelques... Là, c'est les exemples que vous venez de voir. Je vous rappelle que la vidéo est sur... regardez là, on le voit peut-être mieux sur MATLAB. Ici, quand on prend une petite fenêtre, on ne sait plus localiser en fréquence. Mais je vais vous expliquer le principe de l'ondelette. Regardez, ça, donc, je vais vous donner un exemple d'une ondelette. Vous avez le cours à votre disposition avec les explications théoriques. Donc, ici, on va juste... C'est bon, vous avez basculé sur PowerPoint, c'est bon? Vous avez toujours... C'est bon? Je suis toujours en train de partager mon écran. Les étudiants. Oui, madame, l'écran est partagé. Très bien. Regardez, ça s'appelle l'ondelette de Haar. C'est la plus simple qui soit. En fait, quand on définit une ondelette, il y a un certain nombre de critères à respecter, le nombre de moments, la continuité. On ne va pas rentrer dans ça parce qu'on va les revoir en cours. Vous avez la vidéo de cours à votre disposition. Regardez l'ondelette. En fait, si vous remarquez ici, alors la valeur,
là, ça vaut 1 sur racine, parce qu'elle est définie comme ça, 1 sur racine de A. Ce que vous avez ici, comme il y a 2 éléments, c'est 1 sur racine de 2. D'accord? Ce que vous avez là, c'est 1,414. Et ici, c'est également... non, non,